suprême, il y a eu des juges qui ont eu le courage d'ordonner la libération des 12 derniers prisonniers de cette histoire de Tigre Révolution. Les voilà, ceux qui sont encore en prison. Il y a eu des juges courageux à la Cour suprême qui ont décidé, non, à la Cour d'appel, qui ont décidé de libérer ces compatriotes-là. Des gens qui font déjà 10 ans, combien d'années en prison. Certains sont même morts vivants. Quand vous les voyez, vous ne savez même pas s'ils vont encore tenir. Ils sont morts vivants. Il va à une église réveillée, je ne sais pas laquelle, je pense que ce n'est pas... Il y a une église dans laquelle il va. Et donc, c'est vous, les juges ont décidé de libérer ces gens-là. Depuis 3 ou 4 mois, vous les maintenez en prison. Puisque le juge a tranché, ce n'est pas le juge qui les sort de prison. C'est vous, en tant que procureur général, qui devez ordonner leur sortie de prison. Et vous les maintenez en prison. Et ces jeunes-là, aujourd'hui, ont entamé une grève de la faim. Ils sont libérés sur le papier, mais vous les maintenez en prison. C'est des jeunes qui ont de la famille, qui ont des enfants, qui ont des femmes. Ils sont en train de mourir un à un. Il y a 10 qui sont déjà morts. Mais vous avez le cœur, en tant que procureur général, de les maintenir en prison. Sachez que la roue tourne. La roue tourne. Elle tournera pour vous et pour vos enfants. Ne pensez pas que parce que vous êtes des magistrats, vous êtes des juges, donc que demain, là, rien ne vous arrivera. Fort Gnassingbé, là, c'est un être humain. Un pouvoir politique, ça peut s'effondrer à tout moment. Et le pouvoir togolais aujourd'hui, c'est un pouvoir qui est disloquant. C'est un pouvoir qui a des difficultés. C'est un pouvoir qui a des difficultés. Et vous continuez pas à faire le zèle pour détruire des vies. Ah, il va à l'église de Pentecôte. Ah, voilà. Il faut interpeller leur pasteur. Interpellez les pasteurs de l'église pentecôtiste. Là où il va prier, interpellez-les. Vous détruisez des vies pour le plaisir d'un homme qui va quitter le pouvoir demain et qui va vous lâcher. Le juge Adjoli, qui a servi pendant des années, si on lui avait dit que c'est comme ça qu'il allait finir, il n'allait jamais faire ça. Personne ne se soucie peut-être aujourd'hui de ses enfants. Il avait des enfants de bas âge quand il mourait. Et vous faites ça. Vous détruisez la vie des gens qui sont encore en prison et dont la justice même a donné la libération. Et comme vous êtes au parquet, vous avez reçu des consignes politiques pour les maintenir en prison. Et ils sont en train de mourir petit à petit. Et vous dites que vous êtes procureur général. L'histoire va vous rattraper. Je parle avec une certaine rage pour que si vous avez encore une conscience, vous interrogez votre conscience. Fort Gnassingbé que tu vois là, c'était un être humain. Demain, il peut tomber. Je ne le souhaite pas. Dieu seul sait pourquoi il fait les allers-retours à Milan ces temps-ci. Dieu seul sait pourquoi il fait ça. Pourquoi il court à Milan ces temps-ci. Dieu seul sait. Je sais aussi en partie, mais je ne vais pas dire. Mais Dieu seul sait. Donc, ce que vous êtes en train de faire au Togo là, ça risque de vous rattraper. Vous, vos enfants et vos familles. Ne pensez pas que vous allez détruire la vie des gens et la vôtre ne sera pas détruite. Continuez pas à maintenir les innocents en prison. Continuez pas à prendre l'argent à gauche, à droite, recevoir des consignes pour maintenir les gens en prison. Les affaires là, ils sont en prison parce qu'ils ont pris photo. Prendre une photo au Togo est devenu un délit. Une simple photo, c'est devenu un délit. Omolo est au SCRIC depuis 4 ou 5 ans, totalement malade, affaibli. Il a des infections partout. Son corps est en train de pourrir. Parce que avant qu'il ne vienne au Togo se faire arrêter, il avait subi une opération. Et cette opération qu'il a subie au niveau de la hanche, il n'a pas pu se soigner avant d'être arrêté. Et depuis, il a été infecté partout. Cette partie-là est en train de pourrir. Il n'a pas droit aux soins. Les Balais sont là-bas en train de torturer les gens. Vous avez vu les Américains, ils ont envoyé au Burkina quelqu'un qui était mêlé à un coup d'État au Burkina cette semaine. Ils ont annulé son séjour, ils l'ont renvoyé au Burkina parce que c'est un tortionnaire. Ils l'ont renvoyé au Burkina, aux États-Unis. C'est des choses qui vont arriver. Vous pensez que vous allez faire des bêtises, vous allez venir vous cacher quelque part. Ça n'arrivera pas. Et donc, Omolo est en train de mourir. Vous êtes là, vous le maintenez en prison. Vous êtes des humains. Et vous voulez qu'on reste comme ça pour vous regarder. Les 12 prisonniers, ils sont là-bas. Les Pacha Gnassingbé et leur club, ils sont là-bas. Madame Yakade, elle est là-bas, malade. Le doyen des juges s'en fout. Continuez pas à faire ce que vous êtes en train de faire. Vous allez voir comment l'histoire va vous rattraper. Fort Gnassingbé, là, je vous le répète, c'est un humain. C'est un homme fait de chair et de sang. Un matin, là, il peut se lever. Comme un autre matin, il ne peut pas bien se lever. C'est un être humain. Continuez pas à faire sa volonté contre le droit et contre la nature. Et vous allez voir comment Dieu va vous punir. Et Dieu va vous punir sévèrement. Sévèrement. Il y a vos camarades syndicalistes là. Le 1er mai, Union syndicale des magistrats du Togo, qui ont lu une déclaration devant le ministre Adjouvi. Et ils ont eu le courage de dénoncer l'instrumentalisation de la justice. Monsieur le ministre, ça c'est la déclaration. Donc j'ai pu me procurer une copie. Lu par vos propres collègues magistrats. Au moins, il y a encore quelques magistrats qui sont intègres dans le corps judiciaire et qui interpellent de temps en temps les autorités.
Monsieur le ministre, voilà, il dit ceci. Il rappelle au ministre ses propres propos. Et puis après, il dit ceci. Monsieur le ministre, il est plus que temps. Ce sont les magistrats qui disent ça. Hein. C'est la lettre qu'ils ont lu devant le ministre, le premier mai. Monsieur le ministre, il est plus que temps que cette instrumentalisation cesse, car elle fait davantage du mal au pays qu'aux acteurs visés. En effet, aucun investisseur étranger ne peut envisager de s'installer dans un pays où la justice est officiellement présentée comme l'institution la plus corrompue. C'est les magistrats qui ont lu ça devant le ministre de la Justice, le 1er mai. Je répète, monsieur le ministre, il est plus que temps que cette instrumentalisation cesse, car elle fait davantage du mal au pays qu'aux acteurs visés. En effet, aucun investisseur étranger ne peut envisager de s'installer dans un pays où la justice est officiellement présentée comme l'institution la plus corrompue. C'est les magistrats qui disent ça devant le juge, devant. C'est ça. Vous imaginez? Quand c'est les magistrats même qui disent ce qui se passe. Et à la fin, ils disent ceci. Donc le syndicat vous a présenté le 20 avril, ils ont présenté des vœux, ils ont présenté les doléances, et ils reviennent sur les doléances. Voilà ce qu'ils disent. Franck Yassibé nous a dit la dernière fois que les institutions, le cinquième mandat, c'est les institutions, ou bien les dépendances plutôt, c'est les institutions. Et je vous ai dit qu'aucune institution ne fonctionne au Togo. Il n'y a pas d'institution qui fonctionne au Togo. C'est Franck Yassibé seul qui fonctionne. On reviendra sur la tribune de l'article de Tri-mois tout à l'heure. Aucune institution ne fonctionne au Togo. C'est Franck seul qui fonctionne. Voilà ce que les magistrats disent. Permettez-nous de vous soumettre les préoccupations importantes suivantes. La question du Conseil supérieur de la magistrature, qui est une institution très importante pour le système judiciaire. Donc, la question du Conseil supérieur de la magistrature, dont le mandat des membres a expiré depuis le mois d'août 2019. Donc, depuis août 2019, Franck Yassibé qui nous dit que l'indépendance, c'est la solidité des institutions. Les magistrats rappellent au ministre Adjouvi que depuis le mois d'août 2019, les membres du Conseil supérieur de la magistrature, leur mandat est terminé. Et donc, les gens fonctionnent depuis 7 ans dans l'illégalité. Donc, depuis 7 ans, Ford n'a pas eu le temps de remplacer les membres du Conseil supérieur de la magistrature. C'est pareil pour la HAC. Et c'est les juges qui le rappellent au ministre. Ils disent, la question du Conseil supérieur de la magistrature, dont le mandat des membres a expiré depuis le mois d'août 2019, constitue un véritable blocage pour le fonctionnement normal de l'institution judiciaire. Ford Yassibé dit que les institutions fonctionnent. Les juges disent que depuis 2019, il n'a pas renouvelé le mandat des membres du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, ceux qui sont là actuellement sont dans l'illégalité. Et ça bloque le fonctionnement de l'institution judiciaire. Donc, Ford est pris au mot de ses propres contre-vérités par les magistrats. Il est temps, selon les magistrats, de procéder à la réforme de cette institution par l'adoption urgente d'un nouveau texte organique afin de renforcer ses prérogatives et d'en assurer le renouvellement. C'est les magistrats qui disent ça. La Cour suprême, bientôt Cour de cassation, Ford dit qu'il y a les institutions. Les institutions sont logées dans un bureau. Les institutions sont logées dans des bâtiments publics. Mais au Togo, la plupart des ministères et des institutions sont soit en location ou soit des SDF. On en parle tout à l'heure. La Cour suprême, bientôt la Cour de cassation, ne dispose pas d'un siège digne de ce nom. Elle continue d'occuper les locaux du ministère de la Sécurité. Il est impératif de concrétiser le projet de construction du siège de la Cour suprême. C'est le magistrat qui rappelle à Ford Yassibé, qui est le premier magistrat du pays, que la Cour suprême n'a pas de siège et que la Cour suprême clandote au ministère de la Sécurité et qu'il est temps de construire un siège à la Cour suprême. Si on ramassait les billets d'avion des 13 ministres qui sont allés au Kyrgyzstan, on a déjà mis les fondations pour construire la Cour suprême. Après, on va monter le reste. Et c'est les ministères et c'est les juges qui disent ça. Ensuite, la Cour suprême, les juges qui sont là-bas sont déjà à la retraite. Le président de la Cour suprême, le président Yaya, il est à la retraite depuis 4 ans ou 5 ans. Non seulement il est à la retraite, il est fatigué. Le président Abdoulaye Yaya, il est fatigué. Actuellement, il n'arrive même plus à marcher, il ne vient pas au boulot. On amène les dossiers chez lui à la maison et il signe. Le président de la Cour suprême, il est fatigué. Il est à la retraite depuis 4 ans ou 5 ans, je ne sais plus. Il n'a plus ses capacités physiques. Il n'arrive plus à se déplacer. Il est alité. Il est à la maison, on lui amène les dossiers et il signe. C'est ça le fonctionnement de la République togolaise. Le juge Abdoulaye Yaya, le président de la Cour suprême, il est malade. Les billets d'avion des 13 ministres qui sont allés au Kyrgyzstan, on a déjà mis les fondations pour construire la Cour suprême. Après, on va monter le reste. Et c'est les dossiers et il signe. C'est ça le fonctionnement de la République togolaise. Le juge Abdoulaye Yaya, le président de la Cour suprême, il est malade. Il est à la retraite aussi.
Et il n'arrive plus à marcher convenablement. Il a des problèmes de santé. Il est à la maison et c'est sur son lit à la maison qu'on lui amène les dossiers. Il signe. C'est ça la République. La République, c'est ça la République. Donc, vous imaginez ce qui se passe? Les magistrats continuent. La question du statut particulier des greffiers demeure également une préoccupation majeure qui appelle une attention soutenue et des mesures appropriées. Donc, les greffiers n'ont pas de statut. Les greffiers au Togo ont des problèmes avec leur statut. Et depuis, cette affaire n'a jamais été réglée. Ça n'a jamais été réglé. La gouvernance de force, c'est comme... Je ne sais pas comment vous dire ça. Vous voyez des gens qui ont trouvé fatalement de l'argent un matin comme ça, qui lancent plusieurs chantiers et qui les abandonnent. Je vais construire tel bâtiment, je vais construire telle maison, je vais construire. Il commence à la fondation, il arrête ça. Il commence ça, il arrête ça. Là, le problème de statut des greffiers, là, ça fait plus de 10 ans qu'on en parle. Moi, je me rappelle qu'on a fait plusieurs articles sur cette histoire des greffiers. On aurait vu que c'est réglé depuis. Ce n'est pas réglé. Donc, les greffiers sont sans statut. Et c'est les juges qui rappellent ça au ministre. C'est le syndicat, comment ils appellent ce syndicat-là même? Union syndicale des magistrats du Togo. C'est le 1er mai, c'est leur courrier. Je peux mettre ça à votre disposition. Pour que vous voyez ce que les magistrats disent de la justice togolaise. Il y a encore quelques rares magistrats au Togo qui savent que la justice aujourd'hui est instrumentalisée et qui le rappellent au ministre de la Justice. Ils sont à féliciter ces magistrats qui ont lu ce document devant le ministre de la Justice pour dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, vous avez des institutions au Togo qui n'ont pas de siège. Vous avez des ministres qui n'ont pas de siège, qui n'ont pas de bureau. Le ministre en second de la Santé, là, comment il s'appelle? Daré. Monsieur Daré, tiens, je pense, le doyen de la faculté de médecine. Depuis qu'il a été débarqué du ministère et qu'on l'a remplacé par le ministre délégué, Tessi, Daré n'a pas de bureau. Il est ministre, mais il n'a pas de bureau. Puisqu'il est ministre en portefeuille, il n'a pas de bureau. Et le ministre qui l'a remplacé utilise les deux bureaux. Le bureau qu'il avait avant et le nouveau bureau du ministre. Donc, lui, il n'a pas de bureau. Il n'a pas de bureau. Le ministre Daré n'a pas de bureau. Le petit frère de Trimois, il était à Togo Invest. Le petit frère de Trimois, il était à Togo Invest avant d'être nommé ministre. Quand il a été nommé ministre, il a été nommé ministre de l'investissement, c'est pour remplacer Madame Santos Moroupe, épouse Bolouvi. Son mari, c'est le petit frère de Fort. Et donc, quand Madame Santos a été nommée ministre, comme il n'y avait pas de locaux, ils ont une villa à la cité OUA. C'est cette villa, c'est une villa personnelle qu'ils ont transformée en ministère. C'est la villa qui est devenue le cabinet. Donc, Madame Santos et son mari ont loué la villa à l'État pour en faire un ministère. Quand elle a eu des problèmes avec Fort et qu'on l'a limogé, le petit frère de Trimois qui venait d'être nommé ministre ne peut pas aller dans cette villa parce que c'est une villa qui appartient à Madame Santos et son mari. Donc, le petit frère de Trimois, dès qu'on a fait la passation, il a ramassé ses clics et ses claques, il est parti. Il est parti dans son ministère et dans son poste ancien là-bas, Togo Invest. Donc, vous voyez un ministère de l'investissement qui n'a pas de locaux. Vous imaginez ça? C'est-à-dire un ministère qui doit s'occuper de l'investissement dans le pays qui n'a pas ses propres locaux. Donc, il est parti à Togo Invest pour mettre son cabinet là-bas. Là-bas, il y a eu des problèmes. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On l'a chassé de là. Actuellement, il semble que son ministère, il paraît, je ne sais pas si c'est... il paraît que son ministère est dans quelques bureaux au Palais des Congrès. Donc, c'est un ministère clandestin qui se promène, cherche les bureaux. Donc, et c'est le ministère qui s'occupe des investissements. Hein. Ce ministère lui-même n'a pas investi pour ses propres locaux, mais s'occupe des investisseurs et des investissements. C'est ça la République. Il y a plus grave, et c'est ce que je vais vous dire tout à l'heure, il y a plus grave. Les conflits entre les ministres, les conflits entre les nouveaux ministres et les anciens ministres. Madame Milia Aziablé, vous la connaissez, non? Vous connaissez la Benjamin du gouvernement, vous la connaissez, non? Milia Aziablé, ou bien comment on l'appelle? Vous la connaissez? Elle était la Benjamin du gouvernement. Elle a fait le ministère des Mines, elle a fait le ministère de l'eau. C'est elle qui s'achetait les groupes électrogènes à la société. Elle faisait ses magouilles et tout ça là. Voilà, c'est elle ça. Alors, il y a plus grave, et c'est ce que je vais vous dire. Ouvrez bien vos oreilles. Alors, elle était précédemment ministre de l'eau. Et de quoi? Hydraulique, villageois, je ne sais pas quoi. Et elle a été éjectée du gouvernement. Et puis après, on l'a reconduite à la commande publique. Il y a beaucoup d'argent aussi à la commande publique. Et elle a été remplacée par Sénat Alipuy, je pense. Sénat Alipuy. Je pense que c'est lui qui est actuellement ministre de l'eau. C'est ça, non? Sénat Alipuy. Voilà. Alors, donc, Mme Myriam Aziablé n'est plus ministre. Elle est directrice de la commande publique. Un matin, il y a cela quelques jours, elle débarque au ministère de Sénat Alipuy avec un taxi bagage pour ramasser tous les meubles du ministre en disant que c'est elle qui a acheté les meubles. Il y a cela quelques jours, un matin, elle débarque au ministère de Sénat Alipuy
Elle ramasse tous les meubles du ministre. Dit que c'est à son temps qu'on a acheté les meubles, que Alipi aussi n'a qu'à acheter ses meubles. C'est la République, ça. Hein? C'est la République, ça. Les gens étaient tétanisés dans le cabinet là-bas. Elle est venue, elle a ramassé tous les meubles. Donc, pendant 24 heures, Alipi était debout dans son bureau. Il n'y avait pas de meubles. Elle a tout ramassé. Elle est partie avec. C'est ça la République togolaise. Elle est venue avec taxi bagage. Dit que tout ça, c'est pour elle. Comme si le Togo n'avait pas une direction du matériel pour s'occuper du matériel dans les bureaux, qui achète le matériel pour les ministres et tout ça. Dans un pays normal, c'est la direction du matériel qui s'occupe de tout ça. Qui veille à ce que... Mais au Togo, c'est n'importe qui fait ce qu'il veut. Donc, elle va dans le ministère d'Alipi. En plein, il y avait le cabinet, il y avait les gens. Elle vient dire que ce sont ses meubles. Elle ramasse tout. Et le ministre, il s'est retrouvé, si vous connaissez des menuisiers à Lomé, il faut aller offrir des chaises au ministre. Le ministre s'est retrouvé sans bureau. C'est ça la République et l'impunité que faut garantir à cette personne. La République, la République. Si elle a eu le courage ou le toupet d'aller faire ça avec un de ses collègues, un ancien collègue au gouvernement, c'est qu'elle a mis le pied sur quelque chose. Vrai ou faux? C'est qu'elle est adossée à quelqu'un ou à un mur solide, plus que le mur d'Alipi, pour faire ça. Elle a fait subir une humiliation à un ministre qui est au gouvernement. Elle allait ramasser les meubles. Donc, c'est maintenant qu'Alipi aussi va aller chercher d'autres meubles. Peut-être qu'un jour, si Alipi aussi a changé, lui aussi va partir avec ses meubles. C'est ça la République. Il n'y a pas une direction de matériel dans ce pays-là pour veiller sur les meubles que l'État dépense de l'argent pour acheter. Parce que chez moi au Togo, l'administration est devenue un poids pour la République. À chaque fois qu'on nomme quelqu'un qui vient dans un bureau, il dit oui, je ne vais pas utiliser telle chaise parce que mon prédécesseur a fait des gris-gris, il faut me changer les rideaux, il faut changer. Il y a même certains qui changent même jusqu'à changer les carreaux. Certains changent même les climatiseurs, alors qu'ils n'ont pas le droit. Quand on te nomme ministre, tu viens, tu travailles, tu repars. On n'a pas besoin chaque année de changer des meubles des ministres. Il y a les ministres qui arrivent, ils changent tout, rideaux, tout. Ils changent même les canapés, tout. Les carreaux même. Parce que les gens vivent dans la superstition. Et ça, c'est des pertes énormes d'argent pour le pays. Parce qu'on est obligé de dépenser tout le temps de l'argent pour acheter des meubles pour les ministres, pour changer les rideaux, pour changer des climatiseurs, pour changer les frigos. Il y a des ministres qui arrivent et disent que le frigo là qui est dans le bureau du ministère, c'est pour l'ancien. Lui, il craint que c'est empoisonné. On enlève ça, on lui achète un nouveau frigo. Et tout ça, ce sont des dépenses inutiles qui détruisent la République. Et c'est là que dans une dictature que vous voyez des choses comme ça. Donc, elle est venue ramasser les meubles. Alipi, du courage. C'est la vie. Quand on est dans la jungle, c'est la loi de la jungle. Et au Togo, dans la jungle togolaise, c'est les femmes qui sont plus fortes que les hommes. Ce sont elles qui dictent la loi. Parce qu'elles sont adossées à un mur qui est plus puissant que celui des hommes. J'ai parlé. Celui qui a les oreilles, il peut comprendre. Donc, vous pouvez aider Alipi à avoir un instant, un détail. Quand je parle, je n'ai pas les yeux sur le téléphone. Un instant. Donc, il va loin pour aller plus bureau. Donc, aller plus une journée sans table ni chaise. Togo est le pays de Sylvanus Olympio. Et des foireaux. Ah, ok. On me dit qu'elle vient d'accoucher. Bon, ça, il semble qu'elle vient d'accoucher, la Benjamin du gouvernement. Et que quand elle avait remplacé Yark, elle a changé tout. C'est elle qui avait remplacé Yark au ministère de l'eau. Donc, elle a changé tout. Donc, elle a changé tous les fauteuils que Yark a utilisés. Elle a changé tout. Maintenant, Alipi est venue. Elle est partie ramasser ce qu'elle avait laissé quand Alipi a pris le fauteuil. Bon, c'est la République. Ça, c'est le plus grand scandale de la République. Une simple directrice de la commande publique qui va dépouiller un ministre de ses meubles au bureau. Vous imaginez? Qui va ramasser les meubles d'un ministre en fonction. Une simple directrice de commande publique. Donc, vous imaginez que si demain, il y a un dossier du ministère de l'eau, de Alipi, qui passe par la commande publique, elle va valider, elle ne va pas valider. Elle va en faire à sa tête, elle ne va pas valider. Et c'est comme ça que fonctionne la République. Si demain, il y a un dossier, un appel d'offres, un dossier du ministère de l'eau qui passe chez elle, et que c'est elle qui doit signer la commande publique, elle peut refuser, elle peut retarder ça. Si elle a le courage ou le toupet d'aller ramasser des meubles d'un ministre en fonction dans son cabinet et partir avec. C'est ça le Togo. Continuez pas à supporter des conneries comme ça. On continue. J'ai fini avec le syndicat des magistrats, Alipi, c'est fini. On prend
les préfectures aujourd'hui, on voit que, par exemple, dans la région des Savanes, vous avez pratiquement 4 préfets qui sont officiers. 5 AC, vous avez le colonel Yanani, Tiakabe. Il était au SRI avec Yaka à l'époque, colonel Yanani. Vous avez le Pendjal Ouest, vous avez le colonel Bidassa Pakai, lui aussi, il est SCRIC, donc c'était ancien de SRI. Au Pendjal, vous avez le commissaire divisionnaire Balate Miki Djebe, il était à la sûreté nationale, sous Koudoro. Vous avez Oti, c'est Mango, non? Vous avez le colonel Kondi Kidigan. Et Mango là-bas, avant, c'était le colonel Wadja. Donc, pour la région des Savanes seuls, vous avez 5, 1, 2, 3. Vous avez 5 préfectures qui sont dirigées par des corps habillés. Et des corps habillés, pour la plupart, qui sont déjà à la retraite. Quand vous descendez, on peut faire l'exercice dans les commentaires. Vous avez la Kéran, je ne sais pas si c'est un militaire. Vous avez la Koza, c'est un militaire. Vous avez Bassa, je ne sais pas si Bassa, c'est un militaire. Gerenkuka, c'est un soldat. Vous avez Gerenkuka, c'est un soldat. Kara, je pense que c'est un soldat. Bafilo, je ne sais pas trop. Labina, je ne sais pas trop. Agné, c'est un officier. Blita, je ne sais pas trop. Esmono, c'est un officier, donc Bitenewe. Et Atakpame, je ne sais pas trop. Moyen Mono, c'est un soldat. Donc, S-Mono, c'est un soldat. Moyen Mono, c'est un soldat. Et, bref, vous avez pratiquement 40, sur les 39 préfectures, vous avez 60%, 70% qui sont des corps habillés. Qui sont des corps habillés. Alors, la question qu'on se pose est de savoir à quoi sert l'ENA. Il faut fermer l'ENA. Tablibo aussi, c'est un officier. Il faut fermer l'ENA. À quoi sert l'ENA? Mais fort, en mettant les militaires à la tête des préfectures, il visait un objectif précis. Son père n'avait pas fait autant. Son père qui était militaire n'avait pas fait autant. Bafilo aussi, c'est un officier. Ok, Notien aussi, voilà. Et donc, son père qui était militaire n'avait pas fait autant. Pourquoi lui, il en fait autant? Il en fait pour un double objectif. Premier objectif, pour lequel il nomme les militaires à ce genre de poste, c'est que il lance un message aux militaires en leur disant, si vous restez loyal, si vous me restez loyal, si vous me jurez fidélité, à la fin de votre carrière militaire, je peux vous trouver une nouvelle carrière pour votre vie. Et puisqu'on sait que la plupart de ces colonels et ces commandants, ils finissent leur carrière dans la misère, les nommés préfets, pour eux, c'est comme une troisième mi-temps. Donc, il envoie un message aux officiers en disant, je suis capable de prolonger votre carrière dans une préfecture si vous restez fidèle, vous restez loyal à mon système. Donc, c'est un message qu'il envoie à toute la hiérarchie militaire. Sauf que on n'a pas 100, 150 préfectures. Vous savez comment les colonels finissent leur vie. Beaucoup de colonels finissent dans la misère. Certains n'ont même pas de véhicules, certains ont des motos. Quand on convoque des réunions des anciens combattants d'état-major, certains vont à pied. Donc, il leur fait savoir, si vous restez fidèle au système, vous respectez les ordres, vous réprimez les gens. Ce n'est pas pour rien que beaucoup de gens ont fait, ce qu'on a préféré là, beaucoup ont fait le SCRIC, ou sont mêlés dans les affaires de violation des droits de l'homme. Donc, si vous respectez les consignes, vous respectez les ordres qu'on vous donne, vous maltraitez bien les gens, je vais vous faire un bonus. Le bonus, c'est qu'à la fin de votre carrière, je vais vous faire préfet pour une troisième vie. C'est le premier message. Le deuxième message, c'est une manière de quadriller le pays. Sachant que le préfet militaire a pour habitude de gouverner à la méthode des militaires. Il doit soumettre les populations, il doit faire craindre les gens. Vous avez entendu beaucoup de gens de S-Mono et la Magnon dire que le préfet Biteno, il les a giflés quand ils sont partis là-bas avec les affaires de terrain. Il les a chassés, il a giflé certains et tout ça. Et donc, le deuxième message, c'est ça. Aidez-moi à maîtriser les populations dans les préfectures où je vous nomme. Donc, c'est le deuxième message qu'il leur envoie. Sachant qu'on a déjà des gouverneurs qui sont des militaires. Le gouverneur de Kara, à Titoou, c'est un militaire. Le gouverneur de Atakpame, Manganawe, c'est un militaire. C'est deux généraux qui sont à la retraite. Je ne sais pas s'il y a encore un gouverneur qui est militaire quelque part. Mais le deuxième objectif, c'est ça. Aidez-moi à maîtriser les populations à la base. Parce que vous êtes préfet militaire, et puisqu'ils sont des préfets militaires, ils vont soumettre les juges, les magistrats, ils vont soumettre les maires. Quand ils vont parler, les magistrats vont avoir peur. Quand Manganawe était à Gerenkuka, on avait fait un grand dossier sur lui. Il y avait un juge là-bas qui a eu des problèmes avec le préfet. Et le juge a dû quitter, je ne sais pas, avant même son affectation. Gerenkuka. Donc, c'est une manière de quadriller systématiquement le pays. Sachant qu'il y a des aspects que vous ne connaissez pas. Donc, on a les préfets militaires, on a des gouverneurs militaires. Vous savez qu'il y a des maires aussi qui sont militaires. Il y a des maires qui sont à la retraite que UNIL a positionné comme militaires. Il y a des maires qui sont militaires. Vous savez ça. Dans certaines mairies, il y a des maires qui sont militaires. Et donc, non seulement ils quadrillent les localités, mais ils vont faire aussi du renseignement. Ce n'est pas pour rien que la plupart sont des gendarmes. Ils vont faire du renseignement. Ils vont remonter des informations directement à Fond d'Assingwe. Mais il y a aussi le fait que
il y a quelque chose que vous n'avez pas observé. Beaucoup de chefs de villages et de cantons sont aussi des militaires à la retraite, de plus en plus. C'est pour ça que je dénonçais tout à l'heure le ministère de l'administration territoriale. Il y a de plus en plus de chefs cantons et de chefs de villages qui sont des soldats à la retraite. Genre, parfois c'est adjudants, c'est commandants, c'est adjudants, c'est sergents qui sont à la retraite. Au niveau du ministère de l'administration territoriale, on fait tout pour imposer à la tête de certains cantons. Et parfois en divisant même les héritiers. Et ça, c'est l'administration territoriale qui fait ça. Donc, quand vous prenez comment est-ce qu'il est en train de mailler tout le territoire, en train de mettre les militaires partout. Oui, le maire d'Adétikopé, oui, c'est un militaire. Il doit avoir aussi un militaire à Tablibo, qui est maire. S'il n'est pas à Yassou, il sera quelque chose, qui est maire aussi, à Tablibo. Il doit avoir un maire là-bas qui est militaire. Tous ces gens-là, ce sont des suppôts du régime, que le régime est en train de placer à tous les endroits. Et ce sont ces gens-là qui vont interdire les meetings demain de l'opposition, qui vont brimer les opposants, qui vont arrêter les jeunes, qui vont suivre les gens. Avec leur simple téléphone, parce qu'ils ont été militaires, ils vont faire pression, ils vont interdire les manifestations. C'est ça le rôle qu'il est en train de faire. C'est ce qu'il est en train de faire. En train de militariser le pays. Et donc, on a formé beaucoup de jeunes à l'ENA. Ils sont à la maison. Certains font 7 mois, n'ont même pas encore pris fonction. On leur a dit que Sandra Johnson, qui doit signer le décret de leur prise de fonction, n'est pas libre. On a formé des jeunes. Ils sont sortis de l'ENA. Ça fait 7 mois. Ils sont à la maison. Et on ne peut même pas les engager. Pendant ce temps, on prend des gens qui ont fini leur carrière et on les bombarde, préfets partout. Certains sont devenus des chefs de village et tout ça. Des chefs cantons. Les maires, ils sont des militaires pour terroriser la population. Donc, vous voyez que Faure Gnassingbé, son pouvoir, le pilier fondamental de son pouvoir, c'est l'armée. Et il en use même plus que son père. Et je vais vous donner le cas d'un préfet. Le cas d'un préfet, en dehors de Bitenewe qui fait les dégâts dans l'Est Mono, il y a le cas de notre préfet. Tous ces préfets-là qui ont géré les préfectures ont fait des dégâts, les préfets militaires. Quand Mangalawe était à Guinée-Kouka, c'était terrible. Quand Awate était à Mango, c'était terrible pour les populations. Ouadja qui est venu remplacer Awate, pareil. Bitenewe dans l'Est Mono, pareil. Et comment appelle-t-on Diato dans l'Est Mono. Et c'est de lui que je vais parler. Le plus vieux préfet qui vient d'être remplacé a été nommé en 2004. Le colonel Diato. Il a été nommé en 2004. Préfet de Moyen Mono, donc Toum, 2004. Donc, disons qu'il fait 22 ans. Il a fait 22 ans de préfecture, Moyen Mono. Et à un moment donné, il a confondu la préfecture à sa personne. Il y a ceux qui disent 2003 même. Il a confondu la préfecture à sa personne. Il était devenu le propriétaire de la préfecture. Rien ne peut se passer dans la préfecture sans son accord. C'est lui qui décidait de tout. Même les cadres de la préfecture n'ont pas le droit de le contester. Il est devenu le petit Mussolini de la préfecture de Moyen Mono à Toum là-bas. Et donc, il a régné de maître depuis 22 ans sur cette préfecture. Vous le trouvez dans les problèmes de chefferie, l'accaparement des terres, tout ce qui a géré dans la préfecture, c'était lui. Et c'est lui qui imposait sa volonté dans la préfecture, en brimant les populations. Les contrebandes de carburant qui partent du Bénin, dans les zones de Adja pour rentrer au Togo, tout ça, c'est lui qui veillait sur tout ça. Toutes les contrebandes. À la fin, il s'est immensément enrichi. Au point que c'est lui qui a conçu les infrastructures pour héberger tous les services de l'État à Togo là-bas. Même si son nom ne figure pas sur les documents, il a mis des gens pour cacher la réalité. C'est-à-dire, il a utilisé des prêtres, non? Il a conçu des immeubles à Togo qu'il a loués à l'État. C'est-à-dire, la plupart des immeubles, des services qui sont à Togo, c'est lui-même qui les a fait construire par l'intermédiaire d'un de ses proches et il les a loués à l'État. Vous trouvez que c'est normal? On va voir des images. On va voir des images. Vous voyez cet hôtel-là? Tout ce complexe que vous voyez là. L'hôtel-là, c'est à lui. Mais c'est le nom de quelqu'un qui est sur ça. C'est un hôtel qui est à Togo là-bas. Et quand on veut faire les élections, c'est là-bas qu'on loge la CELI, la commission électorale indépendante, locale indépendante, CELI. Donc, quand il y a les élections, il loge la CELI dans cet hôtel là-bas, à Togo là-bas. Et c'est là-bas qu'ils font les magouilles au niveau de la CELI. Donc, la CELI de Togo est généralement logée dans son hôtel. À côté de son hôtel là, à côté de la CELI là-bas, vous voyez l'OTR. Il y a l'OTR qui est de l'autre côté, dans le bâtiment. De l'autre côté, il y a l'OTR qui est de l'autre côté, dans le bâtiment. Tout ça, c'est à lui. Hein? Donc, l'autre côté, c'est sur 2 rues. De l'autre côté, il y a la direction de l'OTR. Donc, l'OTR, il a loué ça à l'OTR. Après, le siège de UNIR. Le siège de UNIR, il a loué ça. Non, pas encore, c'est ce truc. Le siège de UNIR, toujours dans le complexe là-bas, c'est lui qui a loué ça. Après, vous avez la maison de la justice. Ils ont créé les maisons de justice actuellement dans les préfectures. C'est toujours là-bas. Il a loué ça aussi, dans ce bâtiment. Après,
il a une salle de réception derrière qu'il a nommée Fort Gnassingbé. La salle de réunion et de réception est baptisée salle Fort Gnassingbé. Donc, il loue cette salle quand vous voulez faire des activités à Toum. Vous n'avez pas le droit d'aller faire dans un autre hôtel ou dans un autre lieu. Vous êtes obligé de faire ça dans sa salle qu'il impose aux gens. Et la salle s'appelle salle Fort Gnassingbé. Ensuite, on voulait installer une compagnie républicaine d'intervention. C'est un truc de commissariat ou de police. On voulait prendre la maison d'un baron. Il a refusé. Il allait rapidement construire ça. Il a loué ça à la police. Et donc, à force d'avoir duré dans la préfecture, il est devenu totalement... C'est-à-dire, sa personnalité incarne toute la préfecture. C'est-à-dire, c'est lui qui incarne toute la préfecture. Et donc, quand on nomme les militaires à la tête des préfectures, voilà les dérives auxquelles on s'attend. Et ce monsieur, il a fait 22 ans ou 23 ans à la tête de la préfecture. Je ne veux pas rentrer dans les histoires de foncier. Le problème foncier dans cette zone-là, même le terrain sur lequel il a construit son complexe-là, c'est un terrain qui a des problèmes. Et ça aussi, je ne veux pas en discuter tout à l'heure. C'est un terrain qui a des problèmes. Et donc, au Togo, au lieu que l'armée soit utilisée pour travailler, on positionne les militaires pour réprimer les gens. Et donc, lui, tous les dégâts qu'il a fait dans cette préfecture, tous les services de l'État, les bâtiments que vous voyez là, appartiennent à ses proches qu'il a loués à l'État. Vous trouvez que c'est normal? Et maintenant, on vient de le remplacer par un autre militaire, un colonel aussi à la retraite. Donc ça veut dire que les gens de Togo là-bas, ils n'auront qu'à faire à des militaires. Mais ça, c'est le Togo. Et on n'a pas suffisamment le temps aujourd'hui de rentrer dans tous les détails. Mais je vais vous montrer ce que les militaires au Ghana font. Les militaires au Ghana. Je vais vous montrer ce que les militaires font au Ghana. Et on va en terminer par là. Actuellement, au Ghana, on est en train de prolonger l'autoroute Accra vers Koumassi. Et c'est le génie militaire. Non, c'est pas ça. Et c'est le génie militaire qui fait ce travail-là. Alors, je vous parle. On est en train de prolonger l'autoroute Accra-Koumassi. Il y avait déjà une partie qui a été faite. Maintenant, on est en train de prolonger. Et c'est aux militaires que l'État a confié ce travail. Parce que l'État ghanéen, c'est que en temps de paix, les militaires sont une charge pour la République. Ils ne font rien. Ils sont dans les camps en train de jouer les cartes, en train de jouer les SIPA, tout ça, alors qu'ils sont payés. Et c'est eux qui sont les premiers payés le 24 du mois. Alors, le Ghana a compris, comme l'Égypte et comme d'autres pays, qu'il faut développer le génie militaire dans l'armée pour que les militaires construisent les écoles, les ponts, les routes et soient prêts à aider la République. Mais au Togo, quand ils finissent le rassemblement, s'ils ne vont pas chasser les souris pour leurs patrons qui sont sous les manguiers, ils vont jouer les SIPA. Et quand il y a des manifestations des opposants, on les habille en policiers et en gendarmes, on les sort pour frapper les gens. C'est ça. Ça, c'est l'armée ghanéenne qui va inspecter les travaux du génie militaire qui est en train de travailler sur l'autoroute Accra-Koumassi. On écoute. On va suivre l'inspection des travaux que les militaires réalisent. Il faut laisser le volume, hein. Il faut laisser le volume technique. We are presently located here at Isubwa, a distance of 68 kilometers away from Accra, and our objective is the clearing of the proposed Accra-Kumasi Expressway. The color codes and symbols are conventional. So the major towns along which this road passes or falls are Ablikuma. We have Adeso, we have Samankese, Isubwa, Akimoda, Ofuanse, Jedemwa, and Sibua, which is in Kumasi. I would say that we are 5 weeks into the clearing operation. 2 teams have currently been formed, as I mentioned, with Team A heading towards Accra and Team Bravo towards Jedemwa. And so far, the team have cleared a total of 17.75 kilometers, which is about 10% of the total works that we are supposed to execute. There's a swamp just at the point where the road is. Somewhere there? Yes, we were somewhere there. Okay. And then we have come all the way to this. So this is the farthest point we have come heading towards Kumasi. So we are now at kilometer 74. And then Kumasi is at 175.
So we are about 100 kilometers away from Kumasi. Yes, sir. So we have come all the way from Accra to come and commend you for being in the field all this while, waiting for the right equipment for us to commence this particular project. Now that we have everything, it is all is set for us to push ahead, make sure we meet our targeted KPIs, and then do a good job so that we can be able to clear the right of way for the Accra-Kumasi Expressway project itself to take off. But with what I've seen so far, I want to commend you for your yeoman's job. We know it's been difficult, you have left your families, but you are the guys who are now lifting up the flag of the Ghana Forces once again. This is our contribution to the development of the country, and let's do it to the best of our ability. Our engineers have been top-notch all these years, but now that we are being given the opportunity to show what we are made up of, let's do it and do it well. So from Accra, from the service chiefs and all your colleagues, we are happy with what you are doing, and we have come to commend you and to encourage you. So keep it up, okay? So make sure that in your dealings, especially when we come across some farms and properties, let's be sure that they have been assessed by the valuers already, and we've been given the go-ahead before we go ahead to destroy them. But once again, thank you for your hard work, and let's see how we push this through. We have given ourselves 20 weeks within which to finish this particular exercise. So give it all your best. When there are issues, within the shortest possible time, let us know, and be rest assured that everything that you require for you to get this job done will make it available for you. Oh, watch him, so. Now, any because I prefer to say no. I never be allowed to do.